Visite au pays du futur pour Jean-Paul Huchon. Le président de la région a rencontré ce lundi Nao, ce robot humanoïde mis au point par Aldebaran Robotics. Cette start-up parisienne est leader européenne dans cette technologie. Créée en 2005, elle emploie aujourd'hui une cinquantaine de personnes pour mettre au point la future robotique personnelle. Le but à terme, c'est que ces robots soient des assistants personnels. On a, nous, un certain nombre de personnes âgées qui nous disent « je ne peux plus lire le journal, je ne peux plus lire mes mails. Est-ce que votre robot sera capable de lire mes mails à ma place ?» Et la réponse est oui. Et pour son développement, la société a bénéficié d'une nouvelle aide de la région, le dispositif PM-Up, une solution pour aider au cas par cas les entreprises à fort potentiel. On a des opérations de technologie mécanique que l'on aide quand il y a un procédé nouveau. Ils ont bénéficié de cette aide au départ. Et puis maintenant, comme c'est une entreprise qui se développe, ils ont 52 personnes, et ils vont encore en recruter une trentaine au cours de l'année 2009, alors que c'est la crise partout. On va les aider avec des aides plus puissantes, et c'est à ça que correspond le dispositif PM-Up. Ça peut aller jusqu'à 250 000 € par entreprise. Un dispositif qui permet aussi, dans une certaine mesure, d'éviter la fuite des cerveaux. La start-up est en effet convoitée par d'autres pays désireux de créer un pôle mondial de la robotique humanoïde. Forte de ce succès, la région devrait lancer un nouvel appel PM-Up en mars. Quant à Nao, il devrait commencer à être commercialisé dès la fin de l'année. C'était Nao sur Énergie Paris, à bientôt. Bonjour, ça fait plaisir de voir des gens. Oui, moi aussi, je suis ravi de te rencontrer, Nao. Et je suis ravi aussi de rencontrer ton papa, Bruno Maisonnier. Bonjour. Quel type d'application a votre petit robot, Nao? Le concept de base, l'idée principale de ce robot, c'est on va avoir des robots partout dans notre société pour aider les gens. Et la forme qu'on lui a donnée, c'est la forme qui est la plus adaptée pour qu'il ait envie d'interagir et pour que les gens aient envie d'interagir avec lui. Je vous prends un exemple. Une personne âgée, malvoyante, va lui dire « lis-moi le rouge et le noir, lis-moi Proust ». Lui, il comprend, il va sur Internet, il est branché en Wi-Fi, il va télécharger le texte et après, il est capable de le prononcer. Et donc, on voit à travers ça qu'il y a de véritables applications utilitaires qui sont déjà capables avec un robot aussi petit que celui-là, parce qu'on utilise toutes ses capacités internes. Alors on voit que Nao, c'est un peu l'attraction. Il y a plein de gens autour qui regardent ce qu'il est capable de faire. Il fait actuellement 60 cm. Est-ce qu'on peut espérer un jour en avoir un modèle plus grand? Donc la vraie question, c'est à partir de quand on est capable d'en faire un à un prix acceptable et qui soit de taille réelle. Et pour moi, là, il y en a encore pour 4 ou 5 ans, pour une question de prix sur la partie mécanique et électronique. Bruno Maisonnier, Nao, merci d'avoir accepté notre invitation. On va à présent... Cette semaine à Lyon, des chercheurs du monde entier, parmi lesquels 6 prix Nobel, et puis aussi des financeurs et des industriels, participent au forum Biovision consacré aux sciences de la vie. Et dans ce forum, on apprend que bientôt l'homme vivra avec des robots, que ce n'est pas la science-fiction. Pour preuve, Nao, un humanoïde produit par la société Aldebaran Robotics. Bruno Maisonnier, le fondateur de cette société, et donc le père de Nao. Alors, votre robot est-il déjà sur le marché grand public ? Nao n'est pas encore sur le marché grand public. Nao est déjà vendu. On a déjà vendu plus de 250 à des laboratoires de recherche. D'accord. Pour le moment, notre premier marché, c'est les laboratoires de recherche qui veulent faire avancer la robotique. Alors, qu'est-il capable de faire, donc ce petit robot qu'on voit avec vous sur la table? Alors, c'est comme il a des mains, des bras, des jambes, il est capable de marcher, de bouger, de danser, de se relever. Je crois qu'on voit ça sur les images. Mais il est tout capable d'interagir. C'est d'abord un robot qui est capable de comprendre quand on lui dit « viens ici, lis-moi mes emails, lis-moi le journal » et qui va chercher Internet des textes à lire. Et on vient de l'entendre parler. Il a dit bonjour les humains. Il est aussi c'est un jouet pour riches alors ça. Dans un premier temps, il y a un côté ludique. Mais de la même façon qu'il y avait ce côté ludique avec les premiers micro-ordinateurs il y a 30 ans. Tout le monde se rappelle. Mais il y a 30 ans, les micro-ordinateurs, ça avait ce côté ludique. Mais tout le monde savait très bien que ça allait révolutionner la société et que les gens ont voulu accompagner l'évolution de la société. Il se passe la même chose avec les robots. Il y aura des robots partout dans notre société et un certain nombre de personnes veulent accompagner cette évolution. Alors pourquoi vous lui avez donné une forme humaine? On avait vu dans un précédent reportage, là au début de l'émission, qu'un robot, il suffit de faire un bras articulé pour un robot. La question, c'est que la forme d'un robot dépend beaucoup des fonctions qu'on veut lui donner. Si on cherche à faire un robot qui lave la vaisselle, un cube auquel on range sa vaisselle, ça marche très bien. Mais pour faire du tai chi comme on le voit maintenant, non, il faut des jambes. Voilà, exactement. Par contre, si la fonction principale d'un robot, interagir avec des personnes, à ce moment-là, il faut qu'il ait une forme humaine. Nous, on est fait pour avoir envie d'interagir avec des hommes, avec des formes humaines. Allez, vous me dites interagir, ça veut dire qu'il va y avoir un dialogue entre la personne et le robot, qu'il y a une forme d'intelligence dans le robot? C'est deux sujets différents. Il va y avoir un dialogue, oui.
C'est-à-dire que le robot est capable de comprendre quand on lui parle, il est capable de parler, il est capable de détecter d'où vient le son quand on l'appelle, est capable de reconnaître votre visage, de détecter et reconnaître votre visage. Donc ça, dans ce sens-là, oui, il a des éléments pour interagir. Avec un logiciel. Un logiciel. Oui. En termes d'intelligence, il y a zéro intelligence, c'est toute la programmation. Oui. Et puis je vous ai coupé, excusez-moi. Non, c'est ce que je voulais vous dire. On me pose parfois la question en disant mais il a l'intelligence d'un enfant de quel âge? Mais il a l'intelligence d'une fourmi. C'est un ordinateur qui est dedans. On ne fait que le programmer, il n'a aucune intelligence. Ça veut dire qu'il faut être fort en informatique pour vivre avec lui. Alors vous avez deux solutions, soit vous êtes fort en informatique et ça vous intéresse et c'est possible, soit comme nous mais d'autres aussi mettent à disposition des outils qui permettent à n'importe qui ne connaît absolument rien à l'informatique de lui faire ce que vous voulez, de façon graphique ou de façon tactile, de façon intuitive. Alors vous avez commencé à en parler, quel avenir pour l'industrie de la robotique? Vous dites que ça va inonder le marché. Oui. Le moteur principal, et je vais vous donner un exemple pour l'illustrer. D'après moi, toutes les personnes dépendantes vont avoir un robot chez elles d'ici 5 à 10 ans. Dépendantes, c'est-à-dire qu'elles vont faire quoi? Il va les aider comment dans leur vie? Il va les aider à être indépendantes, à rester chez elles, à ne pas avoir besoin de quelqu'un qui les surveille, à être capable d'aller des courses, de voir comment ça se passe, de surveiller les prises de médicaments. C'est-à-dire, avec un robot, une personne va pouvoir rester chez elle indépendante quelques années de plus. On sera tous demandeurs. Alors ça, c'est un sacré marché à prendre. Est-ce que la France est bien positionnée actuellement? Est-ce que vous êtes bien positionné? Non, mais c'est une très très bonne question. Pour tout le monde, la robotique, c'est une affaire d'asiatique, c'est une affaire de japonais. Ouais. Or, ce dont on se rend compte, c'est que les principaux laboratoires de recherche qui ont avancé la robotique sont en Europe, principalement en France, en Allemagne. Ce dont on se rend compte, c'est que les principaux marchés qui ont acheté les robots de Sony, c'était l'Europe. Et ce dont on se rend compte, c'est que le petit robot que vous voyez ici a été choisi par un consortium de laboratoires de recherche comme le MIT, Carnegie Mellon, Osaka ou Munich, donc des grands laboratoires de recherche, comme étant le robot le plus sophistiqué du monde en ce moment. Et il vaut combien ce robot? Aujourd'hui, on le vend à des laboratoires de recherche 10 000 €. Et on est une petite start-up parisienne, on est une petite start-up française, moi je suis lyonnais d'origine, et ce petit robot est vendu à des Japonais. On vend à des Japonais. Je vous remercie beaucoup, monsieur Maisonnier. Demain...